Vous dites dans les textes que vous écrivez, et on trinque à la liberté, il a beaucoup de joie, mais il y a peut-être aussi un grand quiproquo. Et est-ce que vous ne jouez pas un peu les rabat-joie comme par rapport à ça? Oui, ben, ça tout à fait, mais si vous voulez, il y a deux quiproquos. Il y a d'abord l'Ouest. À l'Ouest, on ne s'occupait pas des dissidents, mis à part certaines poignées d'intellectuels ou d'humanitaires. Mais bon, c'était quand même l'isolement. Un exemple. J'étais chargé par Havel de le présenter lorsqu'il a reçu le prix de la paix à la foire de Francfort. Vous savez, la foire du livre décerne un prix de la paix assez prestigieux. Lui, il ne pouvait pas venir parce qu'il savait que s'il partait de la Tchécoslovaquie, il ne pourrait plus rentrer. Mais il a délégué, il m'a délégué le soin de faire sa présentation. Et il y avait là le président de la République fédérale, le chancelier, il y avait aussi Danny Cohn-Bendit, enfin bref, il y avait toute l'élite politique d'Allemagne. Et les organisateurs avaient demandé à François Mitterrand, qui était président de la République, de venir. Bon, il n'a même pas répondu. Mais ils ont demandé ensuite aux différents ministres de venir. Il n'y avait pas un Français officiel pour la remise du prix de la paix le 15 octobre 89 à Havel. 3 semaines après, il y avait la chute du mur et un mois ou un mois et demi après, Havel était président de la République en Tchécoslovaquie. C'est vous dire que le désintérêt à l'Occident était total. Et c'est ça qui me... Il y avait un sentiment d'abandon, en fait. Ah ben, chez les dissidents, oui, très certainement, parce qu'on était vraiment peu nombreux à les aider. Mais moi, j'y étais le 10 à Berlin, le lendemain de la chute, et j'ai vu les Allemands de l'Est qui se pressaient à Berlin-Ouest pour renifler l'odeur de liberté. Et alors, il faut vous dire, j'étais évidemment très content. C'était la première fois depuis 30 ans qu'ils pouvaient voir l'autre moitié de la ville. Ils percevaient 10 marques cadeaux généreux de la République fédérale. Ils s'achetaient quoi avec ça? Ils s'achetaient d'abord du café parce qu'il faisait plutôt froid, c'était en novembre, et ils s'achetaient des journaux. Mais alors, les journaux, vous croiriez que c'était des journaux politiques. Non, il restait en tas des journaux politiques à l'Ouest. C'était des journaux porno en général qu'ils achetaient. Ils étaient privés, hein. Ils étaient vraiment privés. Bon. Mais surtout, ils étaient habillés pas chaudement parce qu'ils s'étaient mis sur leur 31. Et c'est quoi le 31 pour ce cousin de province de l'Allemagne de l'Est? C'était de se mettre en blue jean. Et les blue jeans en Allemagne de l'Est, ils étaient fabriqués en Allemagne de l'Est. Et ils étaient d'une coupe discutable, et deux plutôt frigorifiants, parce que de toute façon, être habillé en blue jean le 10 novembre, dans un moment assez froid à Berlin, c'était pas bien. Alors, j'ai dit, parce que j'étais interviewé 1 minute à la télé, j'ai dit, il y a une grande joie, un fantastique soulagement, mais il y a aussi un sentiment de déglingue. C'est-à-dire que les cousins de l'Est se faisaient photographier, ils se faisaient photographier pas dans le porno, là, ils se faisaient photographier à côté des Mercedes. Vous savez, il y a des stands de vente de Mercedes en Berlin-Ouest. Et ils se faisaient photographier là, comme prenant des poses. Et ils savaient très bien que ce n'était pas vraiment leur avenir immédiat, hein, que tout ça c'était lointain et que ça les angoissait, évidemment. Et j'avais dit à la télévision, mais il y a un état de déglingue. Et alors le Monde, l'académicien du Monde n'a pas raté. 2 jours après, il a dit, ils sont jamais contents ceux-là. Ils ont travaillé pour les dissidents, ils nous ont accablé les oreilles avec des histoires
de dissidents, de gens fourrés soit au goulag, soit dans les asiles psychiatriques, etc. Ils ont organisé des campagnes, ils ont même réussi à en libérer quelques-uns. Bon, et alors, le mur tombe, et qu'est-ce qu'ils disent? La déglingue. Alors ça, vraiment, or, en fait, c'était vrai. Non seulement ils étaient frigorifiés, mais ils étaient frigorifiés de l'intérieur. Et ils avaient raison. C'est-à-dire que la chute du communisme, c'est la rentrée de l'histoire, c'est pas la fin de l'histoire. Et ils savaient très bien que les difficultés, ils les avaient devant eux. Et la preuve, pour être très court, c'est qu'il y a eu deux issues à la chute du communisme. Il y en a une, c'est Havel, c'est d'issue démocratique. Alors je vous donne un exemple. Ça s'appelait la Tchécoslovaquie. La partition entre les deux. Eh oui. Ouais. Donc les Slovaques et les Tchèques, ben, ils n'ont pas voulu s'entendre vraiment, parce que l'expérience de la liberté, c'est aussi ça. Le pouvoir de ne pas s'entendre. Et Havel a pris sur lui de faire une séparation douce, comme la révolution était une révolution de velours. Aujourd'hui, les deux, la Slovaquie et la Tchéquie, ils sont tous les deux dans l'Union européenne. C'était la bonne solution, mais elle était pénible. Et la mauvaise solution, l'autre voie, c'est la voie de Milosevic. Les Croates voulaient se séparer, etc. Les Slovènes aussi, les Bosniaques aussi. Il a employé l'armée serbe pour ramener tout le monde sous l'autorité de Belgrade, au prix de tout ce que vous savez, c'est-à-dire de 1 million de Kosovars envoyés à l'étranger, enfin de la purification ethnique. Et vous avez ces deux voies. Et de fait, c'est très angoissant. Le jour où le mur tombe, c'est pas l'entrée au paradis. Et ils le savaient à l'Est. Ils le savaient moins à l'Ouest.